Voilà, bien le bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour cette dernière ligne droite, ce dernier rendez-vous pour nos webinaires de cette année, dernier rendez-vous avec une présentation spécifique d'une année du volet numérique de FMTTN, puisque oui, on est à la dernière année, en tout cas au niveau du primaire, à vous présenter. Et il y a pas mal de choses au programme, je peux vous dire. On va partir dans tous les sens et on va partir avec tous les CTP car c'est quasiment une tradition pour le dernier webinaire et donc sur la thématique donc de ce volet numérique. L'ensemble des CTP sont là. On va lancer un sondage tout de suite. Vous allez voir en bas à droite de votre écran, voilà, il y a un petit 1 qui vient d'apparaître. Vous n'hésitez pas à cliquer dessus de manière à avoir une idée donc de qui vous êtes. Là maintenant, bon, si vous nous regardez en replay, évidemment, ne cherchez pas ce bouton, il n'existe pas. Et donc, qui êtes-vous, s'il vous plaît? N'hésitez pas, est-ce que vous êtes un directeur, un référent numérique, enseignant P6? Alors, si vous êtes si vous êtes sur deux fonctions, mettez celle qui est la plus prépondérante selon vous. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter donc le sondage, qu'on ait une petite idée. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que si vous avez une question spécifique, donc il y a dans les onglets justement à droite questions, et c'est donc là, on le rappelle, que vous devez vraiment formuler vos questions que vous souhaitez soumettre à l'un des conseillers technopédagogiques, à l'un des intervenants donc de ce soir. Vous pouvez évidemment discuter entre vous dans le chat, il n'y a pas de souci, qui est complètement en bas à droite, mais il se peut, on le rappelle, que qu'on laisse passer une question, donc ce serait dommage. Et donc l'idée, c'est que soit on a l'ensemble des CTP aujourd'hui qui sera modérateur pour donc répondre à vos questions. On prendra certaines questions aussi en direct, mais ça, vous connaissez le principe puisque vous êtes des habitués de ces webinaires. Alors, on va donc parler du volet numérique de P6 et pour ça, j'ai dit tout le monde va défiler, mais on va commencer par les dames et on va saluer Vinciane et Françoise qui nous rejoignent maintenant pour nous faire un petit topo, un petit rappel, on va dire, de ce qui s'est passé avant cette sixième primaire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Avant peut-être de commencer notre petit récapitulatif historique, on avait aussi une deuxième question à poser. On voit ici dans les résultats qu'il y a quand même beaucoup de référents numériques et d'enseignants de P6. Mais on avait une deuxième question à lancer aussi, c'était pour savoir si les élèves qui arrivent en sixième primaire dans votre école ont déjà eu du numérique dans les années précédentes. Donc, est-ce qu'ils ont déjà eu accès à ce cours FMTTN qui normalement était dans leur programme, mais est-ce qu'ils ont eu accès? Je ne sais pas si la question est lancée. Dans les sondages. Elle est lancée et on est pour l'instant à 64% de oui, à peu près. Ok, c'est bien ça, super. Donc, non, on va dire en grosso modo, en tout cas dans les répondants, 1 sur 3 non et 2 sur 3 c'est oui. Ça prouve quand même que ça bouge un petit peu. Ok, alors on va faire d'abord un petit topo historique par rapport à ce numérique dans les référentiels. Donc, les premiers référentiels, vous vous souvenez, ils sont arrivés en 2020-2021 avec les programmes en maternelle. Et puis après, en 2022-23, le programme de P1, P2 est apparu. En 23, le programme de P3, P4. Cette année, le programme de P5 et donc l'année prochaine, le référentiel et le programme aussi, puisqu'il il est déjà sorti l'an dernier, pour P6, donc qui va être lancé dès la rentrée. Alors, dans ce volet numérique en sixième année, il y a 2 champs qui seront activés. Vous le savez peut-être, il y a au total, sur tout le tronc commun, il y a 4 champs qui sont là pour le numérique. Un qui est commun à tous, c'est création de contenu. Donc, celui-là, on va vraiment le retrouver de la P3 à la S3. Mais alors, en sixième, qu'est-ce qu'on va faire en création de contenu? On va
il y aura deux grosses compétences. Donc, créer un support de présentation. Ça, je vais laisser Benoît vous l'expliquer tout à l'heure. Et aussi, la deuxième grosse compétence qui va être les logigrammes, algorithmes et programmation, qui aura déjà commencé en 5e, mais qui sera un peu plus évolué. Et ça aussi, vous allez avoir une présentation. En fait, vous allez avoir une présentation sur toutes les compétences qui seront travaillées en 6e. Et puis, donc, le deuxième champ qui sera activé, c'est sécurité. Et donc là, il y a deux compétences. La première qui va viser à protéger les données des machines et la deuxième qui va plus viser à protéger les personnes. Alors, en plus de ces champs, en plus de toutes ces compétences, il y a aussi des contenus communs qu'on va retrouver dans le programme. Est-ce que vous savez ce que c'est les contenus communs? Est-ce que vous pouvez en citer? Peut-être si vous savez ce que c'est, vous pouvez nous le dire dans le chat. Est-ce que vous savez ce que c'est les contenus communs? Lesquels vous connaissez éventuellement? Il y en a déjà qui ont été activés dans les années précédentes. Donc peut-être que ceux qui sont dans une autre année que la 6e primaire savent nous en dire un petit peu là-dessus. Combien il y en a aussi? Ouais. Vous tracassez pas, c'est pas quelque chose de facile, hein, parce que c'est pas la première chose qu'on va lire dans le programme souvent, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un contenu commun? C'est parce que il est commun au FMTT, donc formation manuelle, technique, technologique, et au numérique. Ce sont des compétences qu'on va pouvoir activer dans les deux volets. Bon, c'est pas plus mal si personne ne sait. Non, Marc, tu ne peux pas répondre. C'est Françoise qui va répondre alors. Vas-y, Françoise. C'est pas plus mal si personne ne sait. Au moins, je suis certaine que vous repartirez avec de nouvelles connaissances ce soir. Donc, en fait, des contenus communs, il y en a 3. Et comme disait Vinciane, ce sont des contenus qui sont travaillés aussi bien en FMTT qu'en numérique. Donc, le premier contenu, c'est assurer la sécurité et la santé. Donc, ici, dans le volet numérique, on va demander à l'élève d'adopter une posture ergonomique. Donc, c'est là que tout le monde se redresse un petit peu sur sa chaise, remet son dos droit, hein, puisque c'est une des postures ergonomiques, c'est de se tenir correctement sur sa chaise. Et c'est ce qu'on va apprendre à nos élèves à faire. Alors, on va le faire comment? D'abord en leur disant déjà, en faisant en sorte, quand ils travaillent sur un ordinateur ou sur une tablette, que l'écran soit bien face à leurs yeux et qu'ils ne soient pas penchés comme ça sur leur bureau. Donc, on va se placer correctement sur sa chaise. On va bouger aussi énormément, faire des pauses, parce que sinon on a mal au dos, on est mal assis, et varier les positions de travail. Donc ici, on voit le petit bonhomme avec un ballon sous les fesses. Donc ça, c'est pour le premier contenu commun. Le deuxième, on va essayer de limiter l'impact écologique de ces activités. Donc, on va éviter tout ce qui est gaspillage. Notamment en n'imprimant pas inutilement. On va veiller à éteindre son ordinateur éteindre correctement son ordinateur quand on a terminé. On va éviter de conserver un trop grand nombre de courriels dans sa boîte de réception. Donc, on sait que garder des mails en surcharge dans sa boîte de réception, ça surcharge les serveurs et du coup ça consomme. Ne pas jeter des appareils et des consommables encore utilisables, on va penser surtout à faire à utiliser les systèmes de deuxième main. Donc si vous avez un appareil que vous n'utilisez plus, vous allez pouvoir le revendre en seconde main ou acheter en seconde main. S'il y a quelque chose de cassé, avant de racheter un nouveau, on va d'abord essayer de réparer, etc. Avec l'IA maintenant, on pourrait ajouter, si on fait un référentiel 2.0, on pourrait rajouter ne pas utiliser l'IA à tort et à travers et réfléchir à son utilisation et donc à l'impact écologique qu'elle peut entraîner, puisqu'on sait que ça demande aussi énormément de ressources. Le troisième contenu commun, on va contextualiser les apprentissages. Donc en fait, on le fait déjà
généralement, pourquoi est-ce qu'on apprend ci, pourquoi est-ce qu'on apprend ça, mais on le fait déjà, et ici, on va le faire aussi avec le numérique. Donc, au moment de la création, par exemple, d'une étiquette de la classe pour un usage lié au numérique, on va identifier d'autres situations familières qui utilisent une charte, et on va comprendre le rôle des chartes. Donc, on va avoir la charte de la classe, la charte d'utilisation du matériel, on va avoir la charte de la étiquette, etc. Comprendre que les actions effectuées par tout objet technique numérique est le fruit d'algorithmes produits par l'humain. Donc, le robot ménager, il va fonctionner d'une certaine manière, le lave-vaisselle aussi, l'ordinateur aussi, ça va fonctionner grâce à des algorithmes. Mais là, je ne vais pas aller trop vite, je ne vais pas spoiler parce que ça va arriver sur la suite des explications. Voilà, mais c'est important en effet, hein, vous le disiez, d'aborder aussi ces contenus communs, parce qu'on a tendance à aller vraiment sur le volet numérique proprement dit, mais FMTT et numérique, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça contenu commun, sont liés donc par ces contenus. Alors, je sais que vous allez revenir après pour nous présenter l'une ou l'autre compétence, puisque l'idée maintenant, c'est que l'on parte justement à la découverte des différentes compétences qui sont à mettre en place, qui sont à travailler en 6e primaire, en essayant de faire du sens, en partant sur le vocabulaire spécifique. Alors là, je vais me permettre de vous saluer pour l'instant, mais je vous dis pas adieu, puisque vous allez revenir. Et je propose, c'est plus d'accueillir Benoît, qui va donc nous rejoindre maintenant. Bonsoir Benoît. Bonsoir Marc et bonsoir à tous et à toutes. On va travailler par ordre de numérotation, ça va être voilà, notre logique aujourd'hui, donc on n'est pas en train de prioriser une compétence par rapport à l'autre. Et donc, on va dire qu'on va travailler la C10. Alors, si je dis ça, ça ne veut rien dire évidemment, mais c'est toi qui vas nous clarifier les choses. Effectivement, Marc. Donc, on va commencer le tour des compétences par la C10. Donc, la C10 qui concerne le champ création de contenu. Donc, la C10, c'est produire et traiter des contenus multimédia. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui est attendu en P6, on va faire un petit retour sur ce qui a été fait les autres années, hein, puisqu'il y a une progression qui se fait. Donc, petit rappel, en P3, on était dans plutôt produire un contenu médiatique simple, hein, son, image, photo, vidéo, texte. En P4, on est passé sur le traitement d'une image en respectant une consigne. En P5, c'est produire un document sonore et ou vidéo. Et en P6, c'est produire un support numérique de présentation pour appuyer un discours. Et donc, cet attendu de P6 fait vraiment appel à tout ce qui a été travaillé les années précédentes. Voilà, donc on remélange tout et on va donc produire un support numérique. Donc, produire un support numérique de présentation pour appuyer un discours, donc c'est l'attendu de P6 par rapport à cette compétence. Alors, il y a une première constatation qu'on peut faire. Hein. Actuellement, nos jeunes, même si certaines applications, certains réseaux sociaux, ils ne devraient pas s'y trouver puisque certains sont interdits au moins de 13 ans, on sait que nos jeunes consomment quand même beaucoup de contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat. Et donc, ils sont vraiment des consommateurs. Et l'idée ici, c'est de les faire passer de consommateurs à créateurs de contenu. Et pour ça, on va donc voir un petit peu quels sont les savoir-faire qui sont attendus au sein de cette compétence. Et donc, un premier savoir-faire qui est présent, c'est celui qui concerne de sélectionner un outil ou une application en fonction de l'intention. Alors ici, on en a placé 4 à titre d'exemple, mais il en existe bien sûr d'autres. On a placé les plus connus. Donc, il y a Canva, on ne va pas en reparler. On a PowerPoint, on a Geniali. Et puis, il y a une petite dernière, Polotno, qui est un petit peu moins connue, qui est elle aussi gratuite et qui permet un peu comme Canva de réaliser ce genre de présentation avec l'avantage par rapport à Canva, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte, d'être inscrit quelque part. Alors certes, il y a moins de fonctionnalités, mais il y a quand même moyen de réaliser des choses avec cette application.
D'autres attendus, hein, d'autres savoir-faire, pardon. Donc, il y a aussi utiliser les fonctions principales d'un outil de création de contenu. C'est également être capable d'utiliser en même temps plusieurs applications, plusieurs logiciels. Donc, c'est le fait de pouvoir, si on est sur une tablette, ben, d'avoir un écran qui est divisé en deux parties, par exemple, hein, comme on peut retrouver sur les iPads pour ne pas les citer. Mais ça peut être aussi, si on travaille sur un ordinateur plus classique, ben, avoir plusieurs fenêtres qui sont ouvertes en même temps. Et là, l'élève va être capable de pouvoir basculer de l'une à l'autre pour aller chercher ou créer du contenu. On retrouve aussi dans ces savoir-faire utiliser les fonctionnalités courantes d'un outil de présentation. Hein, on retrouve généralement dans ce genre d'outils les possibilités d'intégrer du son, d'intégrer des images, d'intégrer une vidéo. Et puis, c'est aussi d'appliquer les principes d'élaboration d'un message multimédia pour appuyer son discours. Alors, par rapport à ça, et ça c'est important, hein, on va retrouver ce que je vais aborder maintenant, notamment au début du volume 1 de nos programmes, dans tout ce qui est autres éléments transversaux. On va parler des dimensions. Donc, tout média, hein, et Marc, tu en sais quelque chose puisque tu es notre spécialiste, repose sur 3 dimensions qui interagissent les unes avec les autres. Et donc, l'idée derrière ça, c'est d'amener chacun à porter un regard créatif, un regard critique sur l'ensemble de ces dimensions qui sont liées à la communication numérique. Alors, c'est quoi ces 3 dimensions, hein? C'est peut-être un rappel pour certains. Donc, la première dimension, c'est la dimension informationnelle, c'est-à-dire que dans cette dimension, on va retrouver tout ce qui est la façon dont un média véhicule un contenu. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver tout ce qui est aspect visuel, les aspects sonores, la forme, les éléments qui contiennent le message, les signes qui les composent. Voilà, donc on va retrouver dans cette dimension-là tous ces aspects-là. Ensuite, il y a une seconde dimension, qui est la dimension technique, qui, elle porte plutôt sur la prise en main fonctionnelle de l'outil ou du matériel qui est utilisé et sur son dispositif technique, et également parfois de ses contraintes, parce que on sait bien que certains outils numériques ont certaines contraintes. Et puis la dernière dimension, qui est la dimension sociale, elle renvoie plutôt, elle, aux acteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont produire, qui vont diffuser, qui vont recevoir le message. Donc, on parle ici des intentions, des effets que ces intentions peuvent avoir sur le public, les valeurs également qui sont véhiculées. Donc, tout ça a son importance. Et donc, ces 3 dimensions sont vraiment à prendre en compte quand on crée un média. Donc, l'intérêt, c'était de découvrir une nouvelle application. Alors, oui, ça, la vidéo a démarré un petit peu trop vite, mais voilà, donc l'idée ici, c'est de vous montrer simplement un petit extrait d'une interview qu'on a réalisée auprès d'une enseignante à l'école de Gèves, où nous lui avons demandé donc de tester une activité, justement, de créer un support médiatique pour appuyer un discours. Et donc ici, c'est un petit extrait de la vidéo que vous pourrez retrouver un peu plus tard sur le site de la salle des profs. Et donc, ici, on a pris un petit passage, donc je vous le passe. Application pour les enfants. De pouvoir leur proposer différents supports pour présenter pour pouvoir faire une présentation orale. Ils ont déjà découvert d'autres supports, donc ça c'était un support en plus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça permet aussi de comparer une application à l'autre, de voir quelle est l'application la plus intéressante à utiliser en fonction du but qu'on veut atteindre. Voilà, donc vous retrouvez l'interview plus complète sur le site de la salle des profs et également l'activité, mais on en reparlera un peu plus tard à la fin de ce webinaire. Alors, des pistes d'activité, forcément, on va penser à par exemple, avec ces élèves, créer un exposé multimédia. Ça pourrait être aussi proposer un rapport suite à une démarche scientifique.
Alors, plus classique, présenter un livre à la classe. Ça peut être aussi un sujet d'actualité. Hein. Ici, vous avez sur la gauche de l'écran, voilà, une image que j'ai trouvée dans une école où on avait des panneaux, hein, quelque chose qu'on a tous fait en classe, hein, ces panneaux d'actualité. Voilà, pourquoi pas utiliser cette activité de présentation d'un sujet d'actualité et le faire à l'aide d'un outil numérique, présenter un personnage célèbre. Et en 6e année, il y a encore des écoles qui s'investissent dans ce qu'on appelait les projets Captain. Et donc voilà, donc il y a quand même plein de pistes d'activités qui permettraient donc de travailler cet attendu de P6. Alors, on va voir si vous avez bien écouté cette petite présentation. Donc, c'est une petite devinette. Voilà, on a ici des symboles japonais. Et si on les observe d'une certaine façon, vous allez retrouver les 4 noms des outils numériques que j'ai cités lors de la présentation. Donc, est-ce que dans le chat, vous pouvez les renoter? Il suffit d'orienter un petit peu sa tête et vous allez retrouver les 4 noms des… Oui, je vois que Marc a compris. Donc voilà, oui, je retrouve Geniali, je vois que Mathieu, Audrey également, Canva, Régine, Geniali, Canva, Polotno, et voilà, vous les avez retenus pour ceux qui ont été attentifs. Il y avait également PowerPoint, Cécile l'a trouvé. Donc voilà, je pense que de mon côté… Ah oui, j'avais une petite conclusion, c'est vrai que j'oubliais. Petite conclusion importante, hein, donc c'est… Quand vous faites quand vous travaillez cette compétence, l'élève ne produit pas un diaporama. Je crois qu'il faut vraiment sortir de cette idée-là. C'est vraiment, il va vraiment créer quelque chose pour appuyer son discours. Il va choisir comment le faire. Il va y intégrer forcément du contenu et surtout, il va réfléchir à l'intention qui se trouve derrière cette démarche. Oui, et puis, c'est pas que le diaporama, puisqu'on est sur du contenu multimédia. Et donc, dans ce discours, il va pouvoir appuyer avec des éléments sonores, il va pouvoir avec des vidéos, avec tout un tas de types de contenus que, justement, la fiche que tu montrais tout à l'heure, il n'aurait pas pu faire, en fait. Et donc, on rentre dans une autre dimension qui est là. Et donc, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment pouvoir comprendre ces interactions entre ces éléments que l'on va produire, que l'on va choisir. Il y a du boulot, mais c'est chouette. Et on n'oublie pas non plus, évidemment, que pour produire ces contenus, tu l'as remontré en début, ils viennent de la P3 avec tout un cheminement qui a été imaginé. Donc, ils ne viennent pas de rien et c'est important de le considérer. Et s'ils venaient, parce qu'il y a une question qu'on nous pose souvent quand on est dans les formations, oui, mais moi, je suis en P6 et mes collègues n'ont pas, on l'a vu d'ailleurs dans le sondage, c'était 1 sur 5 pour finir dans les résultats, 1 sur 5 nous disent, mais mes collègues n'ont pas encore commencé, ils devraient l'avoir fait, mais ils n'ont pas encore commencé, qu'est-ce que je fais? Je n'oublie pas les étapes précédentes et voilà, je vais pas trop vite, je mets pas la charrue avant les bœufs et si ça n'a pas été fait, ayons d'abord la réflexion sur les outils principaux. Et puis l'idée n'est pas de créer non plus quelque chose qui fait wow, hein, on reste dans quelque chose de très simple, petit pas par petit pas et voilà. Donc, Oui, quelque part, plus l'effet wow, plus l'enseignant a mis sa patte dessus, normalement, parce que les enfants ne sont pas capables d'être des Spielberg, comme on dit toujours, ou des créateurs de contenu professionnels. Donc, laissons-les à leur niveau et donnons-leur du plaisir et des retours positifs à ce qu'ils ont fait. Merci, Benoît. Avec plaisir. Pour cette démonstration. Et puis, on va partir donc sur C12 et C13. Les 2 compétences, vous allez voir qu'il y a une raison pour laquelle on les met ensemble. On reste dans la création de contenu avec ces 2 compétences qui font, il faut le reconnaître, un peu peur quand même. Et donc, pour nous aider à y voir un peu plus clair, ou pour rassurer aussi, il y a, vous venez de le voir, il y a Mathieu qui vient d'arriver, il y a Benoît également. Alors, messieurs, on parle de tellement de termes dans ces 2 compétences, algorithme, logigramme, programmation. On nous demande de faire… Mon Dieu, mais ça fait peur. Et pourtant, j'ai envie de dire. Et là, c'est à vous de jouer. On va essayer de dédramatiser tout ça, Marc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Benoît. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir Marc. Donc oui, donc on va repartir. Donc rassurez-vous de ce qui a été travaillé en 5e. On va refaire le tour du vocabulaire. On va vous donner des exemples concrets. Donc rassurez-vous, on va prendre le temps de bien tout vous expliquer. Alors ici, pour cette partie, donc on va travailler sur, donc, comme Marc l'a dit, 2 compétences. Donc la C12, concevoir un algorithme pour résoudre un problème simple.
Donc ici, en P5, les élèves auront appris à concevoir un logigramme séquentiel de déplacement. Et pour les deux compétences, ici, dans ce cas-ci, on ajoutera la notion de boucle et de condition. Alors, on va aussi parler de la compétence C13, donc concevoir un programme pour résoudre un problème simple. Donc, en 5e, ils auront travaillé sur le fait de traduire un logigramme séquentiel de déplacement en langage de programmation, le tester et le déboguer. Ici, ce programme qu'on utilisera, dans l'exemple, ce sera Scratch. Et alors, en P6, on ajoutera de nouveau l'idée d'intégrer la boucle et la condition. On va tout de suite repartir sur les différentes définitions. C'est Mathieu qui va vous présenter les définitions. Merci Benoît. Effectivement, on va repartir sur les définitions qui ont été engagées déjà depuis la 5e année primaire et donc on va revoir les bases. Déjà ce que c'est un algorithme. Hein. Donc un algorithme, c'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes. Ensuite, un exemple concret pour montrer cet algorithme. Donc, vous avez le texte qui se trouve à droite qui permet d'avoir les actions du nettoyage de mon robot qui va aller de la classe numéro 1 jusqu'à l'armoire. Et cet algorithme va me permettre de transformer ensuite le texte en schématisation et en logigramme. Et donc, le logigramme, la définition qu'on aura vue en 5e année, c'est bien la représentation picturale d'un algorithme. Et il est composé, on le verra juste après, de quelques formes et de flèches qui sont formalisées dans le programme. Un exemple concret de ce logigramme, donc j'ai toujours mon robot, eh bien, il y a un point de départ qui est représenté par un ovale, un point d'arrivée de la fonction qui se termine par un ovale également, et ensuite les rectangles représentent l'ensemble des actions que le robot va devoir effectuer, et tout cela est relié par des flèches qui donnent le sens des actions. Et voilà les logigrammes, les symboles conventionnels que l'on doit utiliser à partir de la 5e. Voilà, donc et en 6e, Benoît. Oui, alors ici en 5e, donc les trois symboles qu'on va utiliser, donc c'est bien l'ovale donc qui indique le début et la fin du processus, le rectangle qui indique les différentes étapes et la flèche directionnelle qui indique, comme son nom l'indique, la direction à suivre pour suivre les différentes étapes. Alors, en 6e, comme on l'a dit juste avant dans la présentation, donc on va rajouter deux nouvelles notions. La boucle, qui est ici représentée par la flèche qui remonte ici vers l'action précédente, et la condition par un petit losange. On y reviendra juste après. Alors, d'abord, on va définir la condition. Donc, une condition, donc c'est bien quand on dit si, alors, hein, condition. Une condition en programmation est une instruction qui permet à l'ordinateur de suivre un chemin spécifique dans un programme en fonction d'une affirmation. Cette affirmation est soit vraie, soit fausse. Selon le résultat, l'ordinateur exécute l'action prévue et adapte son chemin en allant par exemple à droite si la réponse est vraie et à gauche si la réponse est fausse. Tiens Mathieu, et si on essayait un petit peu avec les participants ici? Alors, êtes-vous en panique? Alors, si oui, vous choisissez, vous allez réagir, donc vous allez cliquer sur le logo réagir et choisir l'émoticône que Françoise va vous imiter. Françoise, si tu es là. Donc, si oui, si vous êtes en panique, vous choisissez ce logo. Sinon, c'était l'inverse, Françoise. Mais sinon, vous choisissez la représentation de Françoise. C'est cool. Tout le monde Les gens ont l'air plutôt en panique, oui, je pense. Ne vous tracassez pas, on va encore donner quelques exemples. Mais non, regarde, ça va, tout va bien. Ouf, ouf. Alors, passons à la définition suivante. Donc, la définition de boucle. La boucle, c'est bien en programmation, c'est l'instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions. Donc, on va faire une répétition. L'ordinateur continue de répéter ses actions tant qu'une affirmation reste vraie. Dès que l'affirmation devient fausse, il sort de la boucle et passe à l'étape suivante du programme. Donc ici, si on regarde maintenant donc, les différentes représentations dans le logigramme, donc on retrouve bien les représentations vues en 5e, et on a rajouté ici l'idée de boucle, avec la flèche qui remonte vers une action, et la condition qui est représentée par le losange. Voilà. C'est bien, mais ça paraît quand même un petit peu compliqué. Moi, je propose qu'on fasse un exemple directement. Alors, je vais vous partager une vidéo
Et on va ensuite regarder ensemble comment cette vidéo peut être traduite finalement à travers le logigramme. Donc là, vous voyez un enfant qui va traverser un passage pour piétons. Donc on regarde évidemment à gauche, on va regarder à droite, on regarde de nouveau à gauche, et puis on termine à droite. Donc quelque chose de facilement concevable directement avec nos enfants en classe. Et si je reviens ici sur mon algorithme à droite, on a les différentes étapes de cette vidéo qui sont représentées en phrases. Et donc, avec le logigramme, on va représenter ça avec les symboles conventionnels. Donc, on a le départ qui est la personne qui arrive au passage pour piétons. Ensuite, on doit s'arrêter. Ensuite, on va regarder à gauche. On va regarder à droite. Si je vois un obstacle, ici, évidemment, la voiture, à ce moment-là, j'attends 6 secondes et ensuite, je recommence à l'étape. Je regarde à gauche, je regarde à droite et je regarde de nouveau s'il y a un obstacle. C'est notre condition. Si cette fois-ci, il n'y a plus d'obstacle, on va pouvoir aller vers la droite du logigramme où on avance de 3 mètres, on regarde à droite, de nouveau, on regarde s'il y a de nouveau un obstacle. Et vous avez compris le principe. Si oui, on refait la boucle et on regarde à droite. Sinon, on avance de 3 mètres et on monte sur le trottoir en face. Et donc ça, c'est une façon vraiment de traduire une action concrète en logigramme avec nos 6e années. Et donc ça inclut évidemment des boucles et des conditions. Et comment on va travailler ça dans la classe finalement, Benoît? Ce qui peut être intéressant, c'est de travailler de façon déconnectée. Donc, c'est différent. On va vous présenter différentes possibilités. Alors, pourquoi? Parce que c'est rassurant pour les enseignants. Il n'y a pas besoin de matériel numérique. L'enfant joue sans avoir le côté dépendance de la tablette. Et alors, on peut construire la logique algorithmique. Mais, François, c'est bien que tu sois là. C'est quoi la logique algorithmique? La logique, la pensée informatique et algorithmique, la logique algorithmique, c'est exactement ce que vous venez de dire en fait. Donc c'est décomposer un problème en sous-problèmes. Mais quand vous en avez parlé, vous avez vraiment présenté le problème et on l'a décomposé. La pensée, ça veut dire qu'on va avoir cette pensée qui va venir régulièrement dans le quotidien de l'enfant. Il va apprendre à penser en décomposant les problèmes qu'il rencontre. Mais c'est quelque chose que vous faites, que nous les enseignants on fait aussi. Par exemple, si je prends la réussite du CEB, aucun élève n'y arrive du jour au lendemain. C'est un objectif qui est beaucoup trop grand et donc pour le faire de façon correcte, en fait, on l'a découpé en plusieurs années d'études et on a découpé aussi ces années d'études pour que chacune apporte une nouvelle brique à la structure pour que l'élève puisse réussir son CEB en fin de 6e. Donc c'est quelque chose qu'on fait naturellement, en fait, mais on ne s'en rend pas compte. Et apprendre à le penser, c'est la logique algorithmique. Merci François. Merci François. Pour l'éclairage. Alors, donc, d'autres exemples possibles avec les élèves. Donc, ici, si par exemple, on veut travailler en déconnecté, on pourrait leur proposer un exercice de pixel art. Donc, on part d'un quadrillage vierge, un blanc. Alors, on va suivre ici l'algorithme. Donc, comme première étape, l'enfant va colorier une case dans le coin supérieur gauche. En deuxième étape, en continuant sur la ligne, il va sauter une case et colorier la suivante et répéter cette boucle jusqu'à la fin de la ligne. Donc, on retrouve ici la notion de boucle, justement pour faire l'exercice, et d'algorithme. Donc, il continue à suivre. Donc, ensuite, il passe à la ligne suivante, mais décale d'une case. Si la première case était coloriée, commence par une case vide. Ensuite, répète l'instruction pour chaque ligne en alternant. Donc, de nouveau, l'idée de boucle et continue jusqu'à remplir le carré. Ainsi, on a une façon assez simple de travailler cette pensée algorithmique et ces boucles avec les élèves. Notion qui pourrait, donc le quadrillage, notion qui pourrait déjà d'ailleurs être abordée dès le plus jeune âge, donc bien avant la 6e année. Comme on le sait, c'est déjà vu le quadrillage en 2e année. Alors, d'autres exemples, Mathieu? Oui, on est toujours dans des exemples. Donc, on a décidé vraiment de vous proposer des exemples en déconnecté. Donc, pas besoin d'appareil numérique pour travailler ces exemples-ci. Et vous les aurez également sur la salle des profs, mais on en parlera un tout petit peu plus tard, Benoît, ça. Donc, deuxième exemple ici, on propose aux enfants d'avoir un codeur et une personne qui doit reproduire le codage énoncé par l'enfant.
Et donc, on a juste besoin de Lego. Alors, évidemment, on peut avoir des Lego en concret, c'est toujours mieux. Mais sinon, on peut travailler ça simplement avec des feuilles quadrillées. Et donc, le but du jeu, c'est que l'enfant qui va donner la consigne puisse la donner de façon suffisamment concise pour qu'on puisse avoir une construction de tour correcte. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est de ne pas dire empile les Lego verts, puis encore vert, puis encore vert, puis encore vert, et puis des rouges, des rouges, des rouges. Vous avez compris le principe pour faire la tour complète. Mais plutôt de dire pose 4 fois un vert, et puis au-dessus, 4 fois un bloc rouge, et enfin 4 fois un bloc vert. On sait comme ça qu'on va travailler avec les enfants de la façon de simplifier au maximum l'algorithme et donc le logigramme pour que la programmation soit comprise très rapidement par le robot dans l'étape finale. Une fois qu'on arrive à une étape complémentaire, on est toujours en déconnecté, mais cette fois-ci, on va travailler avec ce qu'on appelle le logiciel Scratch, qui permet d'empiler des blocs qui sont déjà préprogrammés. Et donc, on va pouvoir travailler avec des étiquettes découpées et on va demander à un enfant de piocher dans une enveloppe un développement, un défi, que vous voyez, par exemple le défi 1, et il aura tous les blocs en séparé, il devra les reconstituer pour avoir la solution la plus courte possible, et donc on va devoir englober des conditions, et on va devoir englober également des boucles pour pouvoir raccourcir ce programme. Un exemple complémentaire, Benoît, pour toi? Oui, à nouveau, on avait tout à l'heure le quadrillage, ici on pourrait de nouveau, en partant d'un quadrillage, mais travailler le labyrinthe. Donc ici, on va retrouver de nouveau des conditions. Donc si l'enfant part ici de la case Start, donc du départ, il peut, pour s'aider, prendre un petit personnage du style Playmobil ou Lego ou un capuchon, mais en indiquant les yeux pour vraiment voir la direction que le personnage doit suivre et respecter les consignes. Donc ici, la petite légende. Donc quand l'élève se trouve il part de la case Start, quand il arrive sur une case verte, il avance tout droit. Ensuite, donc, si j'arrive sur donc c'est bien le si alors, si tu es sur une case bleue, tourne à gauche et donc il avance. Quand il arrive, donc ici, qu'il y a une case rouge, il tourne à droite. Donc ici, je continue, je suis sur une case verte, j'avance, je tourne à droite, j'avance, je tourne à droite, et ainsi de suite, jusqu'à quand je vais atteindre ici la banane. Et donc, on peut ainsi demander à l'élève de reproduire donc, le chemin donc, sous forme de bandelette. Et alors, on peut repérer ainsi les boucles qui apparaissent grâce aux couleurs qu'ils se répètent. Voilà un exemple. Alors ensuite, une fois qu'on a travaillé correctement en déconnecté, il va falloir passer à un moment de la version papier vers la version numérique. Alors pour passer vers le numérique, il faut d'abord faire comprendre aux enfants, et ça c'est ce qu'on va faire dès la 5e année, qu'il existe plusieurs langages de programmation. Ces langages-là, évidemment, quelques-uns d'entre nous ici le connaissent peut-être, mais en général, on n'est pas informaticien, on n'est pas des geeks, et donc on ne connaît pas ces langages-là. Mais on va essayer de montrer aux enfants que pour programmer, on n'est pas obligé de connaître ce type de langage. Et donc, on va leur proposer dans un petit jeu, dans un petit quiz, différents langages, et on va leur demander quel est le langage le plus facile pour eux au niveau de la programmation pour reproduire les logigrammes qu'ils auront dessinés. Et en général, c'est le langage en bloc qui ressort. On l'a déjà expliqué. J'espère aussi. Et donc, on va repartir simplement de notre logigramme en format papier et on va essayer de le transformer, notamment via Scratch, qui est un programme qui fonctionne soit en ligne, soit que l'on peut télécharger avec ces blocs-ci. C'est ainsi qu'on va retrouver l'interface. Donc, de nouveau, en 5e, cette interface est déjà connue. Donc, les élèves de 6e, normalement, n'auront pas trop de difficultés à rentrer dans le programme. Vous avez sur la gauche les différentes catégories de déplacement, de boutons, d'apparence, de sons que l'on peut ajouter dans le programme Scratch. Ensuite, dans chaque catégorie, vous avez des mouvements différents, des contrôles différents, et ces contrôles, vous allez devoir les glisser vers la partie du milieu pour pouvoir les assembler et reproduire ce que vous souhaitez. Un petit exemple concret, lorsque je veux faire, ici c'est un rectangle, si je me souviens bien, ou c'est le carré. C'est le carré. Ah ben oui, c'est noté. On a évidemment l'algorithme qui est noté, ensuite le logigramme, et quand on va dans la programmation, ça donne ceci. Alors là, on est bien sûr en 5e année. On ne parle pas encore de boucle, on ne parle pas de conditions, et donc le programme peut devenir assez long très très vite. Et donc, lorsque l'on passe en 6e, on va réussir à assembler différentes façons, différents blocs pour simplifier ça. N'est-ce pas, Benoît?
Oui, et donc on va faire remarquer ici aux élèves qu'on revoit ici 3 fois la même répétition. Donc on va répéter 3 fois le même mouvement, donc avancer de 100, tourner de 90 degrés. On le retrouve ici, on va résumer ici en 4e étape. Donc dans l'algorithme, je vais dire j'avance de 5 cm, je tourne d'angle droit vers la droite, je répète 3 fois l'étape 2 et 3, et donc ainsi, je vais pouvoir tracer mon carré. Et on le retrouve ici dans le logigramme. Je retrouve ici la flèche qui me dit que je vais répéter 3 fois, avancer de 100 pas, tourner à angle droit vers la droite. Et ainsi, j'avoue vraiment la notion de boucle qui apparaît également lorsque je vais passer dans le programme Scratch. Ici, dans mes boutons, donc quand je serai dans Contrôle, je vais retrouver ici Répéter. Je vais dire le nombre de fois que je veux que la répétition se fasse, donc que la boucle ait lieu. Donc ici, on voit, j'indique répéter 3 fois, et ainsi, pour simplifier le programme, le robot aura beaucoup plus facile de le réaliser puisqu'il sera simplifié grâce à ma boucle. Alors, comme on l'avait déjà vu l'an dernier, on en avait déjà parlé, je pense, donc en 5e, donc on va pouvoir apprendre aux élèves à déboguer un programme. C'est quoi déboguer? Ici, on fait même le lien avec la géométrie. Je travaille sur le carré, et ici, je vais demander aux élèves, tiens, où est l'erreur dans mon programme ici? Est-ce que vous l'avez trouvé, l'erreur dans mon programme? Vous pouvez peut-être l'indiquer dans le chat. Donc, effectivement, ça a été vite, hein. Oui, directement, hein, ça va. Donc, on va remarquer ici que j'avance bien à chaque fois de 100 pas, sauf ici où je décide que c'est 50 pas, et donc je ne vais pas arriver à mon carré, et je peux ainsi faire le lien avec la géométrie. Voilà, vous allez pouvoir continuer hein, parce qu'on a largement de temps, je sais qu'il y aura des choses prévues. C'est juste pour dire que dans le chat, il y a pas mal de liens qui sont proposés, des outils très intéressants en effet. Donc, on ira placer tout ça dans le Digipad s'ils n'y sont pas déjà. Je vois qu'il y a par exemple studio.code.org qui est en effet un très bel outil pour commencer la programmation donc sur ce site et aller progressivement vers la boucle, vers les conditions. Donc, c'est un très bon exemple que nous citait Cathy, par exemple. Et alors, n'oubliez pas aussi, c'est évidemment de faire vivre vos élèves. Hein. D'abord par le corps, on le disait, des activités déconnectées, c'est important. Et donc, devoir suivre un logigramme et à un moment donné se rendre compte que si on arrive devant une case rouge, on doit faire un choix en se déplaçant, ça peut être intéressant. On continue et donc là, je sais que vous avez envie de nous proposer une petite vidéo pour illustrer un peu tout ça, c'est bien ça? Ou un quiz? On va faire un petit quiz, hein. La vidéo, on l'a fait tout à l'heure. Mais on va tester un petit peu, on va voir si vous êtes attentifs et on vous propose de vous connecter. Alors là, on n'a pas fait ça via Livestorm, mais on vous met un petit QR code et on vous propose d'aller sur Booklab. On va vous mettre le lien qui va apparaître. Normalement, Benoît va le lancer dans quelques instants. Oui, Benoît qui est efficace. Mon écran. Pendant qu'il le lance, Benoît qui est efficace, il m'écrit en privé que tous les liens sont déjà placés maintenant dans le Digipad. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de prendre note, vous aurez tous les liens après. Merci d'ailleurs pour tous ces liens. Et normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce qu'on voit bien le Booklab? Oui. Super. Rejoindre cet événement pour l'instant avec le QR code. Oui, alors j'ai déjà 41 personnes, ça monte. Ah oui, je vois. On va patienter encore quelques secondes et puis on va lancer le jeu directement. Et je te laisse la parole, ça reste bloqué. Ah, voilà, on est à 43, voilà, ça arrive. Et Françoise a précisé, tiens, pendant que les gens arrivent, c'est que évidemment, il y a déjà des activités sur la salle des profs pour P5 dans lesquelles il y a pas mal d'exemples concrets. Je ne sais plus qui demandait, à savoir, tiens, est-ce que vous aurez d'autres exemples sur lesquels s'appuyer pour justement créer ces algorithmes? Et tu l'écrivais, Françoise, dans l'activité de P5, il y en a déjà pas mal. Hein. Oui, c'est Mike qui l'a mis, mais effectivement, il y en a quand même déjà pas mal. Et donc, il y a plusieurs exemples aussi qui ont été donnés dans le chat, et puis avec tous les jeux, tous les sites qui ont été partagés, ça peut aller. Alors,
j'en profite aussi pour rassurer un peu Nathalie qui disait que ses élèves ne font pas ça du tout avec son collègue qui a multimédia et elle maîtrise rien de tout ça. Alors, on en a déjà parlé et on est là pour ça, mais dans le parcours apprenant, et on en reparlera, désolé Mathieu, je tease un peu, mais vous aurez des explications et des éléments qui vont vous aider à vous mettre à l'aise avec avec toutes ces notions. Et le but est vraiment de vous faire prendre confiance en vous. Voilà. Super, merci Françoise. Tu continues avec le quiz alors? Bah, vas-y. On y va, on lance la première question. Alors, la première question, on vous demande ce qu'est un algorithme. Donc, on en a parlé, on vous a donné la définition, on a expliqué, on a montré des exemples. Donc, est-ce que vous pourriez répondre? Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une solution envisagée pour l'instant. Ah non, ça y est, une deuxième qui arrive. On va laisser encore quelques instants pour répondre. Il y en a une qui prend le dessus quand même. Oui, il y en a une qui a quand même pas mal d'avance. Hein. Allez, on laisse encore quelques secondes avant de révéler la réponse. Vous êtes 33 à avoir répondu. Allez, on envoie la première réponse et donc, Françoise, donc c'est bien la procédure. Donc la représentation picturale d'un algorithme, ça c'est pas être un algorithme, hein, ça c'est le logigramme. Une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions, c'est la boucle, et une instruction qui permet à l'ordinateur de suivre un chemin spécifique dans un programme en fonction d'une affirmation, c'est la condition. Vous avez compris le principe, on passe à la question suivante. On vous peut-être de lire les propositions, parce que moi, j'avoue que si les gens sont comme moi, j'ai le niveau. Alors là, un logigramme, c'est une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions. C'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes. C'est une instruction qui permet à l'ordinateur de suivre un chemin spécifique dans un programme en fonction d'une affirmation, ou c'est la représentation picturale d'un algorithme. Il est composé de formes et de flèches formalisées. Tout le monde a l'air de vouloir partir. Enfin, l'essentiel a l'air de vouloir partir vers la 4. Je pense qu'on a bien été écoutés. Allez, on révèle la réponse et effectivement, 91% de bonnes réponses. Hein. C'est bien la représentation picturale d'un algorithme. On passe à la question suivante rapidement. Donc, une boucle, c'est la représentation picturale d'un algorithme. C'est une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions. C'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes. C'est une instruction qui permet à l'ordinateur de suivre un chemin spécifique dans un programme en fonction d'une affirmation. Alors là, on a 100% de réponse pour la question. Je parlais trop vite. C'est toujours comme ça. Que celui qui a mis la réponse 4 se dénonce. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a fait exprès. On n'est pas les 100%. Et évidemment, c'est bien une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions. Et donc, il y a encore... c'est là. Une condition, c'est vous allez plus vite que moi. Donc, une condition, c'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes. La représentation picturale d'un algorithme, il est composé de formes et de flèches formalisées. Ou une instruction qui permet à l'ordinateur de suivre un chemin spécifique dans un programme en fonction d'une affirmation. Ou enfin, une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter plusieurs fois une série d'actions. Et on va voir si j'ai bien compris. Je ne dirais pas que pour le moment, tout le monde est d'accord. Alors, si j'ai bien compris, le premier, en fait, c'est pas ça parce que c'est un algorithme. C'est ça? Je ne me trompe pas. Alors, le deuxième, la représentation picturale, et donc ça, c'est le logigramme. C'est ça?
C'est ça. C'est bien ça. Tu as bien Donc, écouté, c'est bien, Marc. Eh, vous avez vu ça? Je suis assez fier de moi. Et alors, donc, une instruction, parce qu'il faut que je me recule, parce que mais une instruction qui permet à l'ordinateur de répéter, De donc suivre un chemin spécifique. voilà, de boucler. C'est ça, Voilà. bah oui. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, moi, j'aurais Eh répondu bien, 3. c'est bon, super. Hey. Bon, ben, je pense que c'était clair. Et alors, un dernier, alors là, c'est vraiment un petit peu plus compliqué. On va donner des logigrammes avec ou sans boucle, avec ou sans condition, des programmes. Essayez un petit peu de relier le nom à son image. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Oui, c'est sûr. Ouais. Il y avait un mot, tiens, parce qu'on était en formation tout à l'heure avec François II, d'ailleurs, sur la découverte du programme. Et il y avait cette idée justement du passage entre l'algorithme, la représentation algorithme, parce que ça peut être que des mots simplement dans un algorithme, et cette représentation en logigramme. Et il y a un mot que vous avez utilisé qui était conventionnel. Et justement, on est vraiment dans une représentation conventionnelle quand on est dans le logigramme, avec ces fameux symboles que vous avez présentés, qui sont d'ailleurs dans le programme. Oui, c'est oui. là où on bascule sur le logigramme. C'est Et ça. puis, on est sur le C'est programme, quand on est dans Scratch, par exemple, où là, on a établi cette programmation et donc les différentes étapes sous la forme des blocs de code, qui en tout cas dans Scratch. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a vraiment 3 grosses étapes, en fait. La première, l'algorithme qui est le texte, le logigramme qui est cette représentation et le programme. Voilà. On va découvrir les résultats maintenant parce que le temps file et si on veut arriver au bout et jouer d'ailleurs tout à l'heure à qui veut gagner des pixels, vous allez voir ça. Il va falloir découvrir. Donc, on en est où dans les réponses? Ben, écoute, on a pas mal de bonnes réponses. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que dans le webinaire, il faut aller assez vite également. Mais on vous laissera peut-être ce WooClap à disposition pour que vous puissiez le copier et éventuellement l'utiliser dans vos classes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire soit avec vos collègues ou avec les élèves dès la 6e année. Il n'y a aucun problème. Voilà, et n'hésitez pas, en vous saluant pour cette présentation, peut-être à vous qui nous regardez, n'hésitez pas à utiliser les termes qu'on a là utilisés, algorithme, logigramme. C'est pas des gros mots en fait, et donc puisqu'ils sont là et qu'ils existent, autant les utiliser avec les élèves pour que ça devienne en fait un langage usuel pour eux, tout simplement. Voilà, je vous remercie et on va. Merci beaucoup. Merci. Et alors, on va passer à la création on va quitter la création de contenu là maintenant. Françoise, reste avec moi si tu veux bien. Moi, je pensais qu'elle restait, mais non. Alors, il y a que c'est Vinciane qui arrive. Ah non, tu restes, je suis bien d'accord. Oui, je peux rester, oui. Je suis d'accord, oui, j'avais raison. Donc, tu peux rester là avec Vinciane, puisqu'on va passer maintenant d'abord sur un retour sur les 4 champs, parce qu'on a dit qu'il n'y en avait que 2 activés, enfin 3 en fait, dans la réalité. Non, 2 activés, je dis bien en P6, mais il y en a 4 en tout. Donc, un petit retour sur les 4 champs, si vous le voulez bien. Non, oui, on peut, c'était pas prévu, mais on peut. C'était pas. Ah bah j'ai mal lu la conduite, pardon. Donc donc il y a 4 champs au total et chaque année les élèves ne vont en travailler que 2. La création de contenu sera travaillée en P3, en P4, en P5 et en P6. C'est le seul champ qui est activé dans les 4 années. Et en P6, il n'y a que le champ sécurité. Le champ sécurité n'est activé, lui, que en P6. Parce que il arrive avec tout ce qui est réseaux sociaux également, et donc l'âge des élèves. Et les 2 autres champs, Vinciane, je t'en prie. Les 2 qui ne sont pas activés en 6e, il y a information et données qui sera travaillé en 3e, 4e, surtout par rapport aux recherches sur Internet, la fiabilité des sources, etc. Et alors le 4e, qui est communication et collaboration, qui ne sera travaillé que à partir de la 5e, mais pas en 6e. Et donc là, ils vont apprendre à écrire des mails, à tout ce qui est collaboration sur des environnements numériques de travail et voilà, plutôt la collaboration et la communication en ligne.
Ouais, donc en fait, quand on parlait, c'est juste parce que comme les questions ne sont pas là, on a le temps de pouvoir l'évoquer. Mais donc, en fait, quand on parle de réseaux sociaux à partir de la sixième, c'est évidemment proactif puisque l'entrée en vigueur c'est 13 ans normalement. Mais avec le NT, on va plutôt parler sur des médias sociaux. Ils vont déjà s'entraîner à pouvoir agir sur ces médias sociaux que sont les ENT. Donc là maintenant, à la suite du coup, on quitte l'IMA conduite correctement, on quitte la création de contenu pour entrer dans le champ sécurité. Voilà. Et on va accueillir François qui va venir avec moi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc François va nous on va voir en tout cas la présentation, parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans sécurité, il y avait 2 grosses compétences. Et nous, celle qu'on va vous présenter maintenant, là, c'est la C17, celle qui a trait à la sécurité plutôt des machines, prévenir et limiter les risques qui sont liés à la protection des données. Alors, donc, dans cette compétence, on va avoir des savoirs qui sont encore assez faciles comparés à d'autres. Il y a peut-être un petit peu moins de gros mots que dans certains autres champs. Donc, on aura tout le vocabulaire qui est spécifique à la protection des données, donc la sauvegarde, la mise à jour, cookies, hameçonnage, spam, piratage, cyberattaque, antivirus, mot de passe, authentification. Voilà. Là-dedans, il y a des mots très simples. Il y en a d'autres qui méritent peut-être quand même un peu une révision, en tout cas, du vocabulaire. Et pour ça, on a préparé un petit jeu. Donc, on va utiliser cette roue, Wheel of Names. Peut-être que vous connaissez ces roues où on va pouvoir la lancer pour choisir un mot. Donc, on va lancer la roue maintenant. Et avant qu'on vous donne la réponse, on va vous demander si vous savez ce que c'est la définition, pas vraiment la définition du référentiel, mais la définition de hameçonnage. Voilà. Alors, soit une définition, soit un exemple. Vous pouvez nous mettre ça dans le chat. Et après, François viendra sur l'explication. On va attendre qu'il y ait quand même quelques réponses. Alors, je vois un site qui récupère des données, une tentative de voler des données, tentative de récupération de données, phishing, ça c'est un autre mot pour hameçonnage, oui. Un mail, ça il faut voir. Ok, ça peut être aussi autre chose. François, peut-être que tu vas nous montrer des exemples et nous expliquer ce que c'est. Voilà, donc le hameçonnage qu'on appelle aussi phishing en anglais. Si on lit la définition qui vient du référentiel, il s'agit d'une technique malveillante utilisée pour s'approprier les données personnelles d'autrui. Alors on a mis quelques petits exemples ici, par exemple, ça c'est un SMS qui a été reçu avec, vous voyez, un lien frais de livraison.com, etc. Eh bien là, on a une tentative de récupérer vos données. Et ici, ce sont des données qui pourraient être transmises par le biais du smartphone ou de la tablette. Un autre exemple, c'est, voilà, d'autres exemples ici, vous voyez, Bipost, veuillez régler les frais de douane, trace. Et quand on va aller voir, alors je vous suggère, parfois il y a moyen en touchant pour afficher le contenu du lien, on peut voir que l'adresse qui apparaît est une adresse tout à fait fantaisiste, qui n'est absolument pas liée à Bipost. Et donc, il ne faut surtout pas, évidemment, ouvrir le lien. C'est vraiment une précaution à prendre. Un autre exemple ici avec des mails qui arrivent très souvent avec les propriétaires de noms de domaine, comme chez OVH, où on vous dit attention, votre nom de domaine, j'ai effacé le nom, mais votre nom de domaine va être suspendu. Et on vous dit suivre le lien suivant pour payer. Et donc, si on clique sur ce lien, regardez bien le lien, en fait, il envoie vers une adresse qui est tout à fait fantaisiste et qui n'est absolument pas une adresse de OVH. Et donc, si vous cliquez sur le lien, eh bien, vous avez de grands risques de vous faire hameçonner, que vos données soient quelque part corrompues. Pardon. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment d'important déjà à inculquer aux enfants, parce que beaucoup d'adultes aussi se font prendre à ce genre
d'hameçonnage. Et donc, l'exemple de Sabrina aussi est tout à fait correct dans le chat. On va tourner la roue pour un autre mot. Donc, voilà. On la lance. Attention, suspense. Ah, miam, 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 les cookies. Alors, les cookies, qu'en est-il? On vous attend dans le chat. Alors, on a des choses différentes. Publicité, fichier qui enregistre nos préférences, qui garde les préférences. Voilà, on est plutôt sur deux réponses ici. Peut-être que tu vas nous éclairer aussi, François. Alors, voilà, notamment, et vous allez le voir, ce sont des éléments qu'on voit souvent apparaître lorsque l'on navigue sur un site, où on vous dit, voilà, c'est une obligation. Normalement, quand vous êtes sur un site, le site doit vous demander si vous acceptez de recevoir des cookies. Et donc, souvent, on a tendance à cliquer sur accepter tout, et voilà. Nous, ce qu'on vous suggère, évidemment, c'est de cliquer sur le bouton qui propose de n'utiliser que les cookies qui sont strictement nécessaires. Alors, on sait que parfois, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des sites qui en font en fait de vos données, de vos préférences, c'est leur fonds de commerce. Et donc, parfois, ça va être compliqué d'accéder au site que l'on souhaite rejoindre, qu'on souhaite consulter, sans accepter les cookies. Alors, on va voir un petit peu après comment on peut faire. La petite définition, effectivement, du référentiel, il s'agit donc d'un petit fichier qui est stocké sur l'ordinateur, qui contient les informations de navigation, et en même temps, ce sont des cookies qui peuvent aussi faciliter votre navigation. C'est ce qui va permettre de vous éviter par exemple, devoir remettre votre identifiant ou d'avoir votre nom qui puisse apparaître directement dans la ligne où si vous deviez vous connecter, par exemple. Donc les cookies ont parfois une facilité pour la navigation. Ils vont permettre de faciliter la navigation et l'accès à un site. Mais les traces peuvent parfois être utilisées dans un but publicitaire. Alors, petite remarque qui peut être intéressante, en tout cas pour vous, les enseignants, où vous êtes parfois embêtés par toute une série de pubs qui reviennent de manière fréquente, eh bien, il y a moyen de gérer ces cookies. Et donc, en allant sur votre navigateur, en allant dans les paramètres, que ce soit sur Google Chrome ou bien sur Microsoft Edge, il y a moyen, en allant dans les paramètres, alors ce ne sera peut-être pas la même disposition sur Chrome, par exemple, mais d'aller sur les cookies et d'aller pouvoir gérer les cookies qui ont été… alors, soit on va sur gérer les cookies et on peut voir quels sont ceux qui ont déjà été stockés sur votre machine. On peut les supprimer tous, ou bien en allant sur l'un et l'autre, eh bien on peut très bien dire, ah ben celui-là, il m'intéresse, je le conserve parce que ça va me servir, ou bien au contraire, je le supprime. Voilà. Ok, merci François. Alors, il nous reste deux mots. La petite roue. Clic, ouais. Ah. Préparez-vous, hein, ça va être cyberattaque ou spam. Donc, voilà. Eh bien, la cyberattaque. Alors, la cyberattaque, on va attendre un petit peu de voir ce que vous en dites dans le chat. Alors, on a envoi de virus ou logiciel malfaisant. J'attends Rosemarie qui est en train d'écrire. Time. Attaque visant à rassembler des données personnelles. Oh, attaque via Internet, virus. Ok, on va aller un peu plus vite parce qu'on va se faire jeter par Marc, je le sens. Alors, voilà justement la définition. Cyberattaque pour vous dire d'attention le temps.
Voilà, justement, la cyberattaque, la définition du référentiel, eh bien, il s'agit d'un ensemble coordonné d'actions menées en ligne qui vise l'attaque d'un dispositif informatique via Internet. Alors, ça peut revêtir différentes formes. Ça peut être un petit fichier qu'on a reçu par mail, par exemple, et qui va activer un programme malveillant. On va appeler ça un malware, qui pourrait, par exemple, déclencher une action sur votre ordinateur visée à la réinitialisation. Il existe aussi ce que l'on appelle des ransomware, qui sont aussi des petits fichiers qui peuvent être infester votre ordinateur et aller récupérer toutes les données importantes de votre ordinateur. Et donc, ben, on entend dans ransom, mais évidemment, on entend la rançon, parce que ça pourrait être une manière, en tout cas aussi, de vous demander, sous forme d'argent, ben, de dire, voilà, on vous redonne vos accès contre monnaie, quoi. Donc voilà, ça, c'est la définition que l'on peut donner de la cyberattaque. Ok, alors on voulait encore vite, peut-être on va accélérer, Marc, mais par rapport au savoir-faire, il y avait quand même quelque chose d'important par rapport au mot de passe. Et donc là, on va apprendre aux élèves à créer un mot de passe sécurisé. Donc pour ça, on a une activité qui se retrouve sur la salle des profs que vous verrez tout à l'heure aussi. Mais on voulait aussi à vous faire prendre connaissance d'un site où vous allez pouvoir voir un petit peu en combien de temps votre mot de passe peut être trouvé. Donc, c'est sur passwordmonster.com. Donc, en allant sur ce site-là, vous allez encoder pas votre mot de passe, hein, mettez un qui ressemble, changez un peu les lettres, mettez un qui est le même nombre de caractères, le même nombre de chiffres, de symboles. Et là, vous serez peut-être surpris par la réponse. Est-ce que votre mot de passe peut être trouvé en 2 secondes, en 3 siècles ou voilà. Donc c'est assez sympa comme site pour aller voir où en sont vos mots de passe. Et donc on n'a pas le temps là, je pense, de vous montrer ce qu'en ont pensé les enfants de l'activité sur les mots de passe. Mais Mathieu va vous montrer où vous allez pouvoir retrouver ces vidéos là sur la salle des profs. Voilà, ça va, Marc? Oui, je suis désolé, hein, j'ai l'impression de vous presser un petit peu. Mais, et c'est vrai que d'ailleurs, le tableau est dans l'activité qui est proposée et dont on va parler d'ailleurs. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, on ne se rend pas compte, mais c'est bluffant le choix de ce mot de passe. Oui, désolé, je dois vous mettre de côté. Vous viendrez nous saluer à la fin, évidemment, mais voilà, si on va avoir fini dans les temps. En tout cas, c'est super important, on l'a dit, hein, que travailler ces notions. Là, on était sur la protection, on va dire, de la machine, des données, parce que c'est une des compétences qui vise principalement ça. Mais dans ce champ, sécurité, et on va basculer sur l'autre volet, là maintenant, qui ne vous concerne plus. En tout cas dans votre présentation. Donc, on va vous saluer. On va accueillir 2 joueurs avec nous parce que là, on va jouer à un jeu un peu particulier. J'appelle d'ailleurs mes 2 candidats. On va appeler ça comme ça, qui sont Jean et Mathieu. Puisque moi, c'est Mike. C'est Mike. Et Mike, parce qu'en fait, je suis un homme. C'est connu, je ne sais pas faire 2 choses en même temps, donc comme je suis en train de lancer le jeu, j'ai du mal. C'est tout simplement ça. Donc voilà, on va lancer donc ce fameux jeu qui veut gagner Pixel. Et si on arrive au bout, on va réellement là vous offrir, vous faire découvrir quelque chose de tout nouveau. Donc on va pouvoir se lancer. Et je le disais, là où on était sur la protection des données, des machines dans un premier temps, la suite, ça va être la protection des personnes. Et donc, je propose, c'est qu'on lance le jeu tout de suite. Un peu stressé, j'ai pas quand mis même, le son. Oui, je vais mettre le son, c'est plus sympa. Voilà. Donc, on doit répondre à 2, hein, c'est ça, hein, Mike? L'idée, c'est que si vous vous trompez, on revient à 0 et on a perdu le jeu. Donc, attention à vous. Vous avez évidemment c'est comme le jeu traditionnel. Hein, vous avez la possibilité d'avoir des jokers si vous le voulez. Donc, première question, dans quel champ travaille-t-on les notions de cyberdépendance, de cyberharcèlement, de cybermanipulation, de cyberattaque et d'identité numérique?
Logiquement, si vous avez écouté ce qui s'est dit avant, vous devriez avoir la bonne réponse. Ben, je pense que Françoise l'a dit tout à l'heure en plus, hein, donc Mike, on est d'accord? Ouais, je pense que c'est sécurité. En plus, je vois que dans le chat, ça s'active un peu, donc on va valider ça. On valide sécurité? On n'a même pas encore demandé au public qu'il joue avec nous, donc c'est très bien. Voilà. Donc, je vous applaudis. Applaudissements, première étape réussie. Donc, on est dans voilà, la rubrique 8.1, protéger les personnes et les données avec donc prévenir et limiter les risques de déséquilibre social et psychologique de la personne. C'est de la compétence qui donc nous concerne, cette fameuse C18. Allez, deuxième question. On va regarder 3 vidéos. Et donc, parmi ces 3 vidéos, laquelle illustre une situation de cyberattaque? Alors, attention, on va regarder la première. Voilà, on va regarder la deuxième vidéo. Alors, en pleine adolescence, Alia fait la connaissance d'un dénommé Alexandre sur un jeu en ligne. Elle se laisse séduire par le jeune homme qui va la convaincre de poursuivre leur relation virtuelle de manière plus intime. À un moment, cet Alexandre va vous demander une preuve d'amour. Il vous présente la chose comment? Il m'a envoyé un message tout mignon, du style « ma chérie, j'ai envie de voir à quel point tu m'aimes. Il me faut une preuve de ton amour. » Voilà, donc ça c'était la deuxième vidéo. Et on va regarder la troisième maintenant. A réussi à infiltrer les systèmes de Free, exposant des données sensibles de clients, dont des IBAN, des adresses et des numéros de téléphone. Près de 19 millions de fiches clients sont concernés avec 5 millions d'IBAN. Cette fuite pose des risques de fraude bancaire et d'usurpation d'identité. Voilà, là aussi, si vous avez été attentif à ce qui s'est dit avant, vous devriez pouvoir avoir une solution. Donc, quelle vidéo représente une situation de cyberattaque, messieurs? Mais la situation 2, c'est plus par rapport à la personne, donc moi je ne dirais peut-être pas. Enfin, Mike, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, c'est clairement la 3. La première, c'est pour nous faire une attaque, ça c'est sûr. Et la deuxième, c'est les personnes. Ouais, on est sur la 3. Troisième, hein, proposition. Donc la 3, vous validez, messieurs? On valide. Allez, on vérifie. Voilà, et donc on ne va pas redonner cette définition si ce n'est que... On va pas redonner la définition si ce n'est que c'est quand même marrant parce que c'est eux qui... Donc la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous a donné cette définition. On voit ce que ça a donné sur les sites de la FWB et de la région Wallonne. Ils connaissent la définition mais pas forcément comment s'en protéger. Mais bon, ça c'était... Troisième question. Quel mot-clé... Il aurait fallu investir un mot-clé. Quels mots-clés font partie de la définition du cyberharcèlement en FMTTN? Vous avez soit bienveillant volontaire en présentiel, vous avez soit technologie malveillant individu ou groupe, vous avez soit conscient blessure papier ou bien internet blague et stéréotype. Ouais. Alors ici, moi j'hésite. Et j'hésite entre deux, Jean. Je sais pas toi. Mais internet blague stéréotype là par rapport au cyberharcèlement, non? Je sais pas. Ouais. Toi, t'hésites avec lequel? Technologie, malveillant, individu ou groupe, parce que c'est ce que c'est. Conscient, bien sûr, papier, c'est sûr. Écoute, on va prendre un joker, non? Oui, on peut essayer. 50-50. L'un et l'autre, 50-50. On peut essayer 50-50. Allez, on va espérer que ce ne soient pas les deux propositions qui soient sélectionnées, sinon ça ne nous avancera pas. On vérifie. Ah, je pense que là, vous êtes bien. On est bon là, hein. On est bon. Papier, on n'est pas dans du cyber, donc c'est technologie, malveillant, individu ou groupe. Allez, on valide ça. On valide ça aussi. On valide. Attention, on vérifie. Et... Voilà, donc avec cette définition donc, du cyberharcèlement, utilisation de technologies de l'information et de communication pour adopter de façon volontaire, c'est important, répétitive, voire agressive, un comportement malveillant à l'égard d'un individu ou d'un groupe. Bon, on va poursuivre. On est déjà à la 5e question pour gagner Pixel.
Alors, quel élément ne constitue pas, attention, ne constitue pas l'identité numérique d'une personne? Il y a 6 propositions. Les informations personnelles comme le nom et le prénom, il y a l'e-réputation, il y a les données de connexion, le phishing, les traces liées aux activités numériques ou encore les publications. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'identité numérique qu'il faut travailler en pessimiste? Nom et prénom, ça c'est sûr qu'on garde, hein, Mike, je crois. Ouais. Forcément. Attends, mais moi j'ai un doute et je te proposerais de peut-être faire appel à l'audience, mais de ne pas trop influencer avec nos réflexions, parce que sinon on risque peut-être de les troubler. Oui, non? tout à fait. Voilà, et donc l'idée c'est qu'on appelle le public et on demande aux gens de voter sur le chat alors pour nous donner leurs propositions, c'est ça? Ouais, bon, alors vous y allez et donc on fait appel donc au public. Messieurs, dames, vous avez 30 secondes pour donner votre avis sur le chat là maintenant et nous proposer, donc nous suggérer ce qui pour vous est donc lié à l'identité numérique. Ça part dans tous les sens. Oui, je vois que ça part un peu dans tous les sens. Allez, vous avez encore quelques secondes pour voter. Voilà, attention, fin des votes. On va aller voir ce que donc il a été dit par le public. Alors, le public va principalement sur le phishing à 35%. On voit aussi que les informations personnelles, comme le nom et le prénom, vous avez tout à l'heure mis de côté, mais on est quand même à 1 personne sur 4 qui considère ça. Et puis, vous voyez donc les autres résultats proposés. Donc, est-ce que ça peut vous mettre sur la voie? Est-ce que vous allez suivre le vote du public? Il me semble que ce serait plus intéressant, oui. On suit, moi personnellement, on va aller sur le phishing et de toute façon, tout à l'heure, maintenant je m'en rappelle, il a été défini juste avant. Donc on en a parlé. Donc on peut y aller. On va vérifier si c'est bien ça. Et on peut dire merci au public du coup. Voilà, merci au public. Bon, je vous laisse regarder évidemment les définitions donc qui concernent le phishing. Donc, c'est l'hameçonnage, on en a parlé. Donc là, ça n'a rien à voir avec une donnée personnelle, mais plutôt une technique pour s'approprier des données personnelles de quelqu'un. Et je vois qu'il y a des trompettes parce qu'ils sont fiers dans le public. Ils ont bien raison, moi je vous disais. Et alors. Je ne connaissais pas ce concept d'e-réputation et donc l'e-réputation, c'est vraiment la place que l'on a sur Internet. Alors, on va d'abord commencer à travailler, je me permets de réagir à ce qui a été mis là, on va d'abord commencer à travailler sur l'e-réputation de personnes célèbres, juste pour se rendre compte qu'elles occupent une place importante et que il y a des choses qu'elles n'auraient pas forcément eu envie de dire, mais elles sont reprises, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit est repris sur un nombre de sites importants et donc progressivement se rendre compte que moi aussi, dans ce que je fais dans mon quotidien, je laisse des traces également, ou quand les gens parlent de moi, ils laissent des traces de moi, et c'est ce qu'on appellera l'e-réputation, c'est les traces qui sont gardées de moi sur Internet. On va passer à la question suivante. Alors, quelle image illustre une situation de cyberdépendance, messieurs? Ouais, ça c'est facile ça. Ah bon? Tu trouves, toi? Bah ouais. La 2, non? La 2? La 2, on irait sur celle-là? Bah, la première, oui, Non, on est d'accord. Sur sa tablette, ouais, c'est ça, il est vraiment caché. Ouais. Je te suis. Donc pourquoi la 2? Pourquoi? Expliquez-moi. On voit qu'il se cache pour regarder sa tablette dans sa chambre, en dessous de sa couverture, qu'il est accro aux écrans, ça se voit. Et puis par élimination, la 1 c'est une attaque, une cyberattaque, et la 3 c'est du harcèlement, du cyberharcèlement, donc c'est la 2. D'accord, on va vérifier, mais vous avez l'air sûr de vous.
dépendance à l'utilisation d'outils numériques. C'est la définition donc de la cyberdépendance. Et puis attention messieurs, parce qu'on passe à la 6e question. Ce serait dommage de tomber là. Oui, donc soufflez un bon coup et on découvre la question ensemble. On a encore un joker, donc pas de oui, stress. c'est vrai. Quel comportement faut-il éviter d'adopter en cas de cyberharcèlement? Donc qu'est-ce qu'il faut éviter d'adopter? Donc il vaut mieux ne pas répondre ou réagir impulsivement face à l'auteur des messages. Il faut éviter de bloquer la personne à l'origine du harcèlement, parler à une personne de confiance, ou il faut éviter de répondre à la personne pour lui dire que vous ne la trouvez pas gentille. Donc, je vais réagir, lui dire que c'est pas sympa. Donc, parler à une personne de confiance, je crois que ça on garde. Ouais. Et de toute façon, bloquer, Jean, oui, il nous reste un joker, donc autant le jouer, non? Alors, on le joue et puis on fait prendre notre décision après alors. Okay. Et puis on prendra notre décision. Allez. Et donc, on va appeler à un ami. Un ami. L'appel à un ami. Alors, à qui allez-vous appeler du coup? Parce que je vois d'ailleurs il y a des doutes dans le. Non, mais on va en heurter certains alors si on les appelle pas. C'est ça le problème. Alors, je vous laisse le choix. Qui allez-vous appeler? Qui pourrait répondre à la question? Moi, je qui on n'a pas encore vu. Oui, François Deuze, je crois, lui, François. Il est pas mal dans le sujet. François. Et il comprendra pourquoi je dis ça, mais c'est un homme avisé en général. Donc, on va appeler notre ami François. Ah ben voilà, il a décroché très vite. François, déjà là, et tellement flatté d'être votre ami déjà. Mais bien sûr, évidemment, François. Merci de m'inviter. Alors, attention François, parce qu'après la lecture de la question, tu n'auras que 20 secondes pour répondre et puis tu vas devoir disparaître. Quel comportement faut-il éviter donc d'adopter en cas de cyberharcèlement? Alors, il faut éviter donc c'est de ne pas répondre ou réagir impulsivement face à l'auteur des messages, bloquer la personne à l'origine du harcèlement, parler à une personne de confiance, il faut éviter ça, ou alors il faut éviter de répondre à la personne pour lui dire que vous ne la trouvez pas gentille. Top chrono. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais parmi les 4 propositions, moi je pense qu'il faut vraiment éviter de répondre à la personne pour lui dire que vous ne la trouvez pas gentille, parce que le harceleur adorerait ça. Donc, moi personnellement, je prendrais la réponse 4. J'espère. T'es sûr, hein? Si tu te plantes, tout est ta faute, mon gars. Je suis plus votre ami. T'es plus notre ami. Le temps est écoulé, il a disparu. Le temps est écoulé. Et donc, est-ce qu'il va rester votre ami? Ça va être la question, surtout qu'il risque de vous faire perdre. Allez-vous sa réflexion était bonne parce que finalement, le harceleur va être vraiment content une fois que on va te répondre. Donc, donc il vaut mieux éviter de répondre et quelque part, je peux rien dire parce que moi j'ai pas envie de vous mettre sur la voie, mais bon, vous êtes sûr? Vraiment? Vas-y, envoie. Bon, on vérifie. Oui. Pixel vous appartient, messieurs. Et donc, puisque Pixel vous appartient, vous allez pouvoir le prendre en main, entre guillemets, et nous le présenter vous-même. Oui, alors en fait, Pixel, c'est un personnage qu'on a inventé suite à une activité. On a créé une petite activité justement autour de Pixel, qui est un jeu sur la cybersécurité. Alors peut-être que certaines d'entre vous connaissent le principe du jeu Unlock, qui est un jeu de cartes. Il faut associer des cartes et puis il faut interagir avec une application. Et donc, en fait, on a imité le jeu Unlock autour de la cybersécurité. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu, il y a tout un tuto qui vous expliquera comment l'utiliser avec vos élèves. Il a déjà été testé dans une classe. Vous voyez d'ailleurs l'image sur la dia qui est présente ici. Ça a assez bien fonctionné. Donc, voilà, tout ça sera présent sur le site de la salle des profs. Et c'est de toute façon Mathieu qui va vous présenter tout ça par rapport au parcours apprenant. Alors je sais qu'on est un peu chaud dans le timing, mais la petite vidéo de Pixel dure que 40 secondes, donc on peut peut-être la lancer et ça va peut-être vous donner, allez, on l'espère, l'eau à la bouche pour pouvoir faire l'activité avec vos élèves. Certains référents numériques l'ont testé lors du forum, donc, et ils disent dans le chat que c'était vraiment top, donc merci pour le retour en tout cas. Allez, on écoute donc Pixel.
Bonjour. Mon nom est Pixel. J'ai besoin de vous, car mon profil numérique et moi sommes menacés par des attaques et des dangers en tout genre. Je sais que je suis vulnérable, car je suis victime de cyberdépendance et de cyberharcèlement. Par ailleurs, je dois faire face à des cyberattaques régulières, et j'avoue qu'il est difficile pour moi de gérer correctement mon identité numérique sur Internet. Unissez vos forces, résolvez les énigmes tout en explorant les bonnes pratiques à mettre en place sur Internet. Votre objectif, restaurer et sécuriser mon profil. Je compte sur vous. Prenez connaissance des règles du jeu, puis prenez la carte 15. Voilà, et le jeu commence, et donc on va partir dans ce unlock qui fait partie d'un, et ça va faire la liaison avec ce que va nous présenter du coup Mathieu. On parlait d'une activité, on parlait d'une activité qui se trouve dans un parcours apprenant. Il y en avait déjà pour les P3, pour les P4, pour les P5, et messieurs, cette activité, vous me le confirmez, se trouvera donc dans le parcours apprenant. Mathieu d'ailleurs vient nous en parler et donc il y aura les cartes à reproduire via le parcours apprenant de tout ça. Mathieu, le parcours apprenant, c'est le moment du coup on fait la transition. Super, je le disais, on en a déjà parlé pour les P3, P4, pour les P5, mais bon, tout le monde ne le connaît pas forcément. Parcours apprenant sur lequel on trouve pas mal de choses. Je te propose de nous le présenter ou nous le représenter en fonction de si on le connaît ou pas. Oui, bien sûr. Alors, on va simplement partager l'écran et comme ça, je vais pouvoir vous montrer le chemin pour y arriver déjà à ce parcours apprenant, hein. Donc, lorsque vous êtes sur n'importe quel navigateur, vous connaissez certainement maintenant le site de la salle des profs que Marc met à jour très régulièrement pour nous. Merci pour ton application là-dedans, Marc. Et dans la salle des profs, donc tu peux me dire si je me trompe, hein, Marc, hein, c'est dans l'onglet « Pour le prof ». Et dans l'onglet « Pour le prof », vous allez avoir les ressources pédagogiques et méthodologiques. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans un tableau où, pour l'école primaire, vous allez retrouver la formation numérique. Et dans la formation numérique, lorsque vous descendez un tout petit peu plus bas sur l'écran, vous allez avoir une icône qui représente le parcours apprenant. Et en cliquant sur cette icône, vous serez redirigé vers un Geniali que notre collègue Stéphane Simon alimente depuis 3 années maintenant. Alors malheureusement, Stéphane n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on le remercie beaucoup pour son travail au niveau du programme et du parcours apprenant. Et l'ensemble des CTP, depuis 3 ans, donc depuis que le programme est en cours en P3, P4, nous allons régulièrement réaliser des activités que nous mettons sur ce parcours apprenant. Nous avons mis des leçons que nous avons testées en classe et qui sont à disposition via la salle des profs. Et on vous donne encore plein de ressources différentes au niveau du parcours apprenant lorsque vous allez le terminer. Alors, comment ça se passe, ce parcours apprenant? On l'a conçu donc déjà par année. Hein, donc, vous voyez que P3, P4 est accessible déjà depuis 2 ans. L'année passée, on avait ouvert le P5 en même temps que le programme. Et donc, on ouvre ici le P6 puisque le programme sera d'actualité à partir du mois d'août pour les écoles. Alors, lorsque l'on rentre dans le programme P6, vous allez avoir une première image d'introduction qui vous explique un petit peu le processus. Donc, on a vraiment pensé ce parcours apprenant en voulant alimenter les enseignants dans un premier temps par des petites vidéos explicatives pour chaque compétence. Ensuite, on vous donne quelques exercices, hein. Il y a 1 ou 2 exercices par compétence qui vous permettent de vous entraîner autour de la compétence à travailler. Donc, on est bien là sur des jeux pour les enseignants et pas nécessairement pour les enfants directement. Et lorsque vous réalisez ces jeux, eh bien, vous allez recevoir pour chaque compétence 1 ou plusieurs codes que vous devrez assembler et additionner pour obtenir le code final qui vous amènera sur un mur de ressources complémentaires. Alors, lorsqu'on clique sur « Je commence », vous avez accès donc à l'ensemble des compétences. Et si je vais, par exemple, sur la compétence « Produire et traiter du contenu multimédia », à ce moment-là, j'ai la vidéo à regarder, j'ai un exercice à faire et à la fin de l'exercice, je recevrai mon code. Pour chaque compétence, je vous ai parlé de certaines leçons qui avaient été testées en classe par l'ensemble des CTP, eh bien, vous allez les retrouver dans les fiches d'activité. Si vous cliquez dessus, vous avez à chaque fois quelques images que nous avons prises lors de l'activité et vous avez la possibilité d'aller voir les interviews et notamment l'interview qu'on a vue tout à l'heure avec Benoît. Tout ça se trouve sur la salle des profs. Voilà Marc, je pense que j'ai fait le tour du parcours. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou pas.
je pense que ton micro est coupé. Marc, on ne t'entend pas. Je pense que ton micro est coupé, Marc. Peut-être juste réactiver. J'espère que c'est ça, sinon je vais être obligé de terminer le webinaire tout seul. Alors, on ne t'entend toujours pas, mais c'est pas grave. Je propose simplement. En fait, j'avais activé le micro. Voilà, on t'entend. Ça y est. Que quelqu'un m'avait recoupé mon micro. Donc, je disais juste, quand vous cliquez, vous arrivez vraiment sur la salle des profs avec un descriptif de la fiche d'activité. Tout le matériel est imprimable chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Et je propose qu'on accueille Vinciane et Françoise pour. Donc, on vient de parler de ces ressources-là, mais il y en a tellement d'autres pour pouvoir rentrer. Merci, hein, Mathieu. Oui, on a l'impression qu'on passe vraiment, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de vous retenir non plus indéfiniment. Et donc, on va juste là maintenant clôturer avec voilà différentes autres ressources. Je vois des noms qu'on connaît bien. Vous savez nous les présenter en quelques mots? Oui, vas-y, Françoise. Oui, d'accord. Donc en fait, ce sont des ASBL, ce sont des associations qui vont dans les écoles, qui sont des associations de formation pour les enseignants, et ce sont donc toutes des personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour vous former, vous, ou pour avoir des activités dans votre école. Donc, il y a Technofutur, Technobel, Code & Play, Codeur Dojo. Ces ressources, ces personnes sont dans le Digipad. Donc, je pense que Benoît va vous remettre le lien du Digipad dans le chat. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir dans la colonne du webinaire de ce soir les liens pour arriver sur les différents sites. Alors, voilà. Et bien sûr, il y a aussi vos CTP préférés qu'on va d'ailleurs réinviter sur scène pour la dernière minute, là, pour dire au revoir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous par mail, par téléphone ou comme vous voulez. Si vous n'avez pas nos coordonnées, vous les demandez à votre direction et on vient sans problème pour vous aider, pour animer une leçon avec vous aussi, vous aider. Voilà. On est vraiment là pour vous et tout ça, évidemment, gratuitement. Voilà, donc je baillerai juste le mot de la fin. J'ai vu il me semblait que Stéphane était parmi nous. Enfin, j'ai vu inscrire dans le chat, donc il n'hésite pas à monter sur scène aussi. Là maintenant, histoire qu'on ait l'équipe complète, François aussi, hein, qui n'est pas encore, qui est apparu tantôt pour bonne réponse. Et donc voilà, l'équipe en tout cas qui est là, on tenait tous à vous remercier pour votre fidélité au webinaire, fidélité dans toutes les demandes d'intervention que l'on vous formule. Je sais qu'on vous sollicite, ne fût-ce que pour tester des activités, puisque toutes les activités, par exemple, sont systématiquement testées dans des classes, pour pouvoir relire certaines choses, pour pouvoir nous donner vos avis, nous soumettre des projets, donc via la communauté Facebook, par exemple. N'hésitez pas à la rejoindre encore. On rappelle qu'elle est maintenant accessible à l'ensemble, plus qu'aux référents, mais aussi aux enseignants. Donc, merci mille fois. Et sachez que des webinaires, il en sera encore question l'année prochaine. Des sujets ont déjà été préétablis sur base de ce que vous nous avez proposé, puisqu'on a lancé un sondage les 2 derniers webinaires. Je peux vous promettre qu'on vous a méchamment écouté dans ce que vous avez formulé et que vous allez être extrêmement ravis. Alors, je crois que la dernière chose à dire, c'est bonne fin d'année à tous. Elle approche à grands pas. Voilà, vivement un repos plus que mérité, parce que nous, on le sait, on est des enseignants et Dieu sait que les vacances, elles n'arrivent pas parce que on est là pour profiter d'un maximum de vacances, mais parce que on en a réellement besoin. Voilà. Une dernière chose, déjà un grand merci à toi aussi pour ton animation durant toute l'année lors des webinaires, parce que tu as vraiment bien fait ça et je crois que toute l'équipe en est consciente. Donc merci Marc pour cette présentation. Chaque chat, chaque fois top. Et deuxième chose aussi, Benoît Chantraine qui travaille beaucoup dans l'ombre. Je crois que tout ce qui est PDF à mettre, les vidéos à placer, etc. Donc, je crois que là aussi, merci en tout cas, et les autres aussi, hein, mais vous êtes les deux vraiment meneurs. C'est un travail d'équipe.
On est d'accord, mais je crois que ça fait du bien aussi de dire merci à vous deux en plus. Et donc voilà, vous aurez. Alors, il n'y a plus d'inscriptions évidemment possibles dès maintenant. Les inscriptions pour les prochains webinaires, les prochains webinaires et ou pour les référents numériques, enfin tout ce qui sera mis en place, ce sera via le catalogue de l'IFEC et ce sera aussi communiqué via la salle des profs, comme c'est déjà le cas maintenant, en tout cas au niveau des webinaires avec les liens. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On vous préviendra de toute façon via la page Facebook en temps utile lorsque tout ça sera disponible. Voilà, je pense que on va pouvoir se saluer et vous souhaiter à tous une très très belle fin de soirée. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir tout le monde. Salut. Bye.